Si l'histoire vous fascine, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun récit qui a changé le monde. Et si la bataille de Waterloo vous captive, likez cette vidéo. Ça nous aide énormément. Maintenant, entrons dans l'histoire. Imaginez, il est 5 heures du matin. L'air sent la boue, la poudre et la peur. Des milliers d'hommes sont allongés dans les champs trempés de Belgique. Ils n'ont pas dormi. Ils tremblent, non pas de froid, mais de ce qu'ils savent qui arrive. Un soldat français de 19 ans serre dans sa main une lettre de sa mère. Il ne l'a pas encore lue. Il attend peut-être après la bataille. Il ne la lira jamais. À quelques kilomètres de là, sur une colline, un homme en redingote grise observe l'horizon à travers sa longue vue. Ses yeux sont calmes, sa respiration lente. Napoléon Bonaparte a gagné plus de 50 batailles dans sa vie. Aujourd'hui sera différent. Aujourd'hui, tout s'effondre. Pour comprendre ce qui s'est passé ce 18 juin 1815, il faut remonter quelques mois en arrière. En 1814, l'Europe avait réussi l'impossible. Elle avait vaincu Napoléon. Contraint d'abdiquer, l'empereur fut exilé sur l'île d'Elbe, un minuscule rocher au large de la Toscane. Tout le monde souffla, la guerre était terminée, la paix enfin. Mais personne ne connaissait vraiment Napoléon, parce qu'en mars 1815, il s'échappe. Seul, avec une poignée d'hommes fidèles, il débarque sur les côtes de France. Et là se produit quelque chose d'incroyable. Les soldats envoyés pour l'arrêter le rejoignent, un par un, puis par dizaines, puis par milliers. En 20 jours, sans tirer un seul coup de feu, Napoléon reprend Paris. Le roi Louis XVIII fuit dans la nuit, et l'Empire renaît de ses cendres. C'est ce qu'on appelle les 100 jours. L'Europe est stupéfaite et furieuse. Les grandes puissances, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, la Russie, s'allient immédiatement. Leur message est clair. Cette fois, c'est définitif. Napoléon doit disparaître. Napoléon le sait. Il n'a pas le temps. Chaque jour qui passe, ses ennemis se renforcent. Sa seule chance, frapper vite, frapper fort, séparer les armées alliées avant qu'elles ne se rejoignent. D'un côté, Wellington, le général britannique, froid, méthodique, imperturbable, avec environ 68 000 hommes postés près de Bruxelles. De l'autre, Blücher, le vieux maréchal prussien, 72 ans, violent, impétueux, presque indestructible, avec 117 000 soldats qui approchent par l'Est. Napoléon dispose de 72 000 hommes, moins que ses ennemis. Mais il a quelque chose qu'ils n'ont pas, le génie. Il donne ses ordres la nuit du 17 juin. Les généraux écoutent en silence. Le plan est audacieux, précis, brillant. Battre Blücher d'abord, le repousser vers l'Est, puis se retourner contre Wellington et l'écraser avant que les Prussiens ne puissent revenir. Simple, parfait, napoléonien. Mais cette nuit-là, il pleut. Il pleut comme si le ciel lui-même voulait noyer ses plans. Les chemins de terre deviennent des rivières de boue. Les canons s'enlisent. Les hommes glissent, tombent, avancent péniblement dans le noir. Et Napoléon, pour la première fois depuis des années, hésite. Le 18 juin, au lieu d'attaquer à l'aube comme prévu, Napoléon attend que la terre sèche un peu. Il est 11h30 du matin quand les premiers canons tonnent. Le bruit est assourdissant. La terre tremble. Les oiseaux s'enfuient par milliers. Et dans les rangs français, les hommes crient, chargent, avancent. Le premier objectif, un petit château appelé Hougoumont, un bâtiment fortifié tenu par les Britanniques, sur le flanc gauche de Wellington. Napoléon pense que ça sera une distraction, une feinte. Quelques heures, pas plus. Il avait tort. Les soldats de la garde britannique s'accrochent à ce château avec une ténacité inhumaine. Heure après heure, les Français attaquent. Heure après heure, ils sont repoussés. Un moment particulier résume tout. Un sergent français réussit à forcer les portes de bois avec une hache. Quelques hommes entrent. Ils pensent que la forteresse va tomber. Un lieutenant britannique, seul, repousse les portes de l'intérieur. À lui seul, avec ses mains. Les portes se referment. Les Français sont coincés dehors. Ce château qui devait tomber en 1 heure résistera toute la journée et détournera des milliers de soldats français qui auraient pu changer l'issue de la bataille. C'était le premier clou dans le cercueil de Napoléon. À midi, Napoléon lance son grand assaut au centre. Des colonnes massives d'infanterie française avancent vers les positions de Wellington. Le général français d'Erlon mène 17 000 hommes en formation serrée. C'est impressionnant.
C'est terrifiant à voir. Mais Wellington a préparé quelque chose. Ses soldats sont postés derrière une crête. Invisibles, silencieux. Les Français ne les voient pas monter, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au moment précis où les colonnes françaises arrivent en haut de la pente, les Britanniques se lèvent, salve après salve, à bout portant. Le carnage est horrible. Les colonnes hésitent, et à ce moment, Wellington lance sa cavalerie lourde, les dragons Scots, les cuirassiers britanniques, qui déferlent comme une vague. En 20 minutes, 17 000 hommes sont repoussés. Napoléon observe depuis sa colline. Son visage ne montre rien, mais ses généraux voient ses mâchoires se serrer. Et puis, un message arrive. Les Prussiens approchent. Blücher, que l'on croyait neutralisé, a rassemblé ses forces. Et il arrive par l'Est, plus vite que prévu. Le plan de Napoléon est en train de s'effondrer. Il faut décider maintenant. Le maréchal Ney reçoit l'ordre de s'emparer d'une ferme stratégique, la Haie-Sainte, au centre du champ de bataille. Un point crucial, vital. Ney, impétueux, brillant mais impulsif, prend une décision qui va marquer l'histoire, sans attendre l'infanterie, sans coordination. Il lance sa cavalerie seul. 5000 chevaux chargent en pleine lumière de l'après-midi. Wellington ordonne à ses soldats de former des carrés. La formation anti-cavalerie. Des blocs humains de 500 hommes, baïonnettes pointées dans toutes les directions, comme des hérissons de métal. Les chevaux ne peuvent pas briser ces carrés. Ils tournent autour, chargent, reviennent, inutilement. C'est un spectacle à la fois magnifique et absurde, et c'est un désastre. Des centaines de chevaux morts, des centaines de cavaliers tués, et Wellington, toujours sur sa colline, toujours imperturbable, murmure à son aide de camp « Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi stupide de toute ma vie ». Il est 19 heures, le soleil commence à descendre, et Napoléon sait qu'il lui reste une chance, une seule. Il regarde derrière lui, là, en réserve depuis le début de la journée, immobiles comme des statues, ils attendent. La vieille garde. Ce sont les meilleurs soldats du monde. Des hommes qui ont traversé l'Égypte, Austerlitz, Iéna, Wagram, la Russie. Des hommes qui n'ont jamais reculé. Jamais. On les appelle les grognards, les vieux grognons. Parce qu'ils sont les seuls dans toute l'armée qui osent se plaindre à l'empereur en face. Quand la garde marche, les autres soldats s'arrêtent pour regarder. C'est comme voir des dieux de la guerre. Napoléon les envoie au front, tambour battant, pas cadencé. Bonnets à poil oscillant dans la lumière dorée du soir. Les soldats français qui les voient passer poussent un cri « Vive l'empereur !» Un frisson traverse le champ de bataille. Wellington le voit, et pour la première fois de la journée, on voit quelque chose changer sur son visage, une inquiétude. La garde avance sous un feu d'artillerie dévastateur. Des hommes tombent à chaque seconde. Mais la colonne ne s'arrête pas, elle avance toujours, puis Wellington fait un geste. Des soldats britanniques cachés dans les herbes hautes se lèvent. Des fusils partent de tous les côtés, simultanément. Dévastateur. La garde s'arrête. Pour la première fois, elle hésite. Et puis l'impensable se produit. La garde recule. Un murmure parcourt le champ de bataille. Les soldats français n'en croient pas leurs yeux. Ce n'est pas possible. La garde ne recule jamais. Mais c'est réel. Et dans ce murmure, en quelques secondes, naît la panique. La garde recule, sauf qui peut. En minutes, l'armée française cesse d'exister en tant qu'armée. Ce n'est plus une retraite, c'est une déroute, une panique totale. Des hommes jetant leurs armes, leurs uniformes, courant dans tous les sens. Les Prussiens arrivent par l'Est, les Britanniques poussent par le centre, et tout s'effondre. Napoléon lui-même est au milieu du chaos. Ses généraux le supplient de fuir. Il refuse d'abord. Il veut mourir ici, sur ce champ. « Qu'il me tue, dit-il. Je ne veux pas survivre à cette journée. » Mais ses officiers le prennent presque de force et l'emmènent dans la nuit. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, des milliers d'hommes meurent dans l'obscurité, blessés, piétinés, abandonnés. Ce soir-là, 47 000 hommes sont morts ou blessés des deux côtés. Ce soir-là, le jeune soldat de 19 ans qui serrait la lettre de sa mère ne s'est jamais relevé. Quelques jours plus tard, Napoléon abdique pour la deuxième et dernière fois. Cette fois, il n'y a pas d'île d'Elbe. Pas de deuxième chance. Les Alliés l'envoient à Sainte-Hélène,
un rocher perdu au milieu de l'Atlantique Sud, à 2800 km de la côte africaine. Un endroit dont on ne revient pas. Il y passera 6 ans à dicter ses mémoires, à regarder l'océan, à réécrire mentalement chaque bataille. Il mourra en 1821, à 51 ans. Jusqu'à la fin, il continuera à croire qu'il aurait pu gagner à Waterloo. Peut-être avait-il raison, peut-être pas. Ce que l'histoire retient, c'est que Waterloo marque la fin d'une époque. La carte de l'Europe est redessinée, les frontières bougent, les royaumes anciens sont restaurés, et un mot entre dans toutes les langues du monde pour désigner une défaite totale et irrévocable. Waterloo. Mais voilà ce qui me frappe, au fond. Napoléon n'a pas perdu à cause d'un manque de génie. Il a perdu parce qu'il était humain. Parce qu'une nuit de pluie peut changer des plans parfaits. Parce qu'un général impulsif peut gâcher une victoire certaine. Parce que la fatigue, l'orgueil et quelques heures perdues peuvent effacer 20 ans de conquête. L'histoire de Waterloo n'est pas seulement l'histoire d'une bataille. C'est l'histoire d'un homme qui a cru être plus fort que le temps lui-même. Et le temps, lui, n'attend personne. Ce jeune soldat de 19 ans avec sa lettre dans la poche, il y en avait des milliers comme lui ce jour-là, des deux côtés. Français, Britanniques, Prussiens, Néerlandais. Tous avec des mères qui attendaient, des femmes qui espéraient, des enfants qui ne sauraient jamais le nom de leur père. C'est ça la vraie leçon de Waterloo. Les grandes batailles se gagnent ou se perdent en haut, mais elles se vivent et se meurent en bas. Voilà. La bataille qui a changé l'Europe en moins de 10 heures. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose, dites-le avec un pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça fait toute la différence pour nous. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains récits historiques. En commentaire, selon vous, quelle a été la plus grande erreur de Napoléon à Waterloo? Le retard du matin? La charge de Ney? Ou autre chose? La prochaine vidéo vous emmène dans une autre bataille qui a changé le monde. Et vous ne devinerez jamais laquelle. Restez avec nous.